Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VK en partenariat aujourd'hui avec l'APASP, l'Association pour l'achat dans les services publics. Nous consacrons aujourd'hui cette webconférence à la commande publique, en particulier au tout nouveau code de la commande publique dont l'entrée en vigueur est attendue au 1er avril prochain. Je suis Julien Prévoto, responsable des collections éditoriales et médias pour les éditions VK. J'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cet événement. Au cours de cette webconférence, vous pourrez poser vos questions via la fenêtre questions de l'interface GoToWebinar sur la droite de votre écran. Nous tenterons d'y répondre pendant notre session de questions-réponses de 15-20 minutes en seconde partie de cette conférence. Restez donc bien connectés. Enfin, nous vous informons que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne. Vous pourrez donc visionner à nouveau l'événement dans les jours à venir. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous en studio deux intervenants qui vont nous offrir à la fois leur retour d'expérience, leur expertise juridique et conseil opérationnel. Avec nous donc monsieur Jean-Marc Pérical, avocat à la Cour, maître de conférence à l'Université Paris 11, directeur de l'Institut de droit public des affaires du barreau de Paris et président de l'APASP. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Monsieur Sébastien Topiac, directeur santé à l'UGAP. Vous êtes à l'UGAP depuis 2001, vous avez exercé différentes fonctions, notamment celle de directeur délégué en charge de l'innovation. Vous êtes par ailleurs administrateur de l'APASP. Bonjour Sébastien. Bonjour. Enfin, monsieur Simon Romanet, directeur du développement des éditions VK, qui nous fait l'amitié d'être parmi nous ce matin. Vous nous avez préparé un petit test d'auto-évaluation au terme de cette webconférence. Bonjour Simon. Bonjour. Alors, l'actualité de la commande publique, bien entendu dominée par la sortie du grand code tant attendu. Il y a un an, presque jour pour jour, nous avions organisé un événement similaire sur l'actualité des marchés, avec une année 2018 déjà très intense. Nous avions parlé sourcing, dématérialisation surtout, et d'autres choses. Un an après, la matière continue donc d'évoluer. Depuis décembre 2018, donc le Code de la commande publique, fort de 1747 articles regroupant la plupart des textes relatifs aux droits de la commande publique, est enfin publié et entre en vigueur au 1er avril. Alors que cela implique-t-il en matière de droit des marchés, mais aussi en matière de pratique d'achat? Y a-t-il des bouleversements majeurs anticipés? Voilà plusieurs questions légitimes à se poser ce matin. Donc je me tourne tout d'abord vers vous, Jean-Marc, pour commencer cette conférence. Merci Julien, bonjour à tous. Je sais que vous êtes fort nombreux. Effectivement, c'est un sujet d'actualité extrêmement brûlant puisque ce nouveau code sera applicable à partir du 1er avril prochain. C'est pas une blague. C'est une date mûrement choisie. C'est un événement important parce que un des défauts que l'on donne et que l'on donnait régulièrement à la commande publique, c'était justement le fait que ce soit éparpillé, le fait que cela repose sur des textes très divers. Et effectivement, cela ne sécurisait pas vraiment l'achat. Autre problématique d'insécurité, l'argumentation des marchés cette fois, pas des concessions mais des marchés, a longtemps été une argumentation uniquement reposant sur un décret, donc pas de valeur législative, qui posait des questions quant à l'applicabilité de l'argumentation aux collectivités locales, puisqu'elles ne peuvent voir leur liberté, leur libre administration, que réglementée ou encadrée par la loi. Donc là, on a eu un premier pas important avec la mise en place d'une ordonnance et donc d'une loi, puisqu'elle a été ratifiée en 2015, en novembre 2015, et puis deuxième grand pas, donc, la mise en place de ce code de la commande publique, avec une partie législative donc, et une partie réglementaire. Et donc ce code a pour ambition de rassembler ce qui était part, de rassembler, donc ce que je disais, des textes extrêmement éparpillés. Alors tout n'est pas dedans, puisqu'on sait que beaucoup de textes touchent à la commande publique, le code pénal, le code du travail, le code civil, pour parler que d'école, le code du commerce. Évidemment, on ne peut pas faire un code de 50 000 articles, on va opérer par renvoi, mais ce code de la commande publique va quand même intégrer des textes essentiels. Alors, bien sûr, les ordonnances et les décrets de 2015 et 2016 sur les marchés et les concessions, ces textes de transposition des directives de 2014, c'est quand même le b.a.-ba, c'est le fondement, mais aussi d'autres textes, la loi sur la sous-traitance de 85, de 75, la loi MOB de 85, la loi sur les délais de paiement, et puis des dispositions ici et là sur
sur des éléments importants de l'achat public. Donc, tout ne sera pas dedans, mais enfin, on aura quand même un code qui va unifier, enfin, ce que l'on attendait beaucoup, ce que les acheteurs, les praticiens et même les entreprises attendaient beaucoup. Un élément important sur lequel on reviendra, ça a été un choix mûrement réfléchi et légitimé, c'est un code à droit constant. C'est-à-dire que les acheteurs ne s'attendent pas à ce que ce code modifie le droit existant. Il y a peut-être des adaptations mineures ici et là, des réécritures de forme, mais sur le fond, les règles qu'ils appliquent depuis 3-4 ans maintenant, les ordonnances et décrets de 2015-2017 dont j'ai parlé, restent les mêmes. Donc pas de modification de fond. C'est une nouvelle présentation, de nouveaux articles, mais le fond reste le même. Ça, c'est essentiel en termes de sécurité juridique pour les praticiens. Alors, une des questions qui s'est posée lors du groupe de travail, puisqu'il y a eu un groupe de travail d'une bonne année sous l'égide de la DAJ de Bercy et de la Commission supérieure de codification. J'en ai fait partie au titre de responsable de la PASP. Et une des questions que l'on s'est posées, c'est codifie-t-on la jurisprudence et quelle jurisprudence? C'est une bonne question parce qu'on est entre deux eaux, si je puis dire, dans ces cas-là. D'un côté, ça permet de sécuriser à nouveau l'achat et donc les acheteurs. D'un autre côté, ça limite un peu la liberté. Plus on codifie et moins ils ont de marge de manœuvre. Donc on a décidé, enfin la commission a décidé de ne codifier que les jurisprudences les plus stabilisées, les plus jugées, entrées dans l'ordonnancement juridique. On cite quelques exemples, hein, l'offre anormalement basse, avec des critères de définition que l'on connaît, la modification unilatérale des contrats administratifs, la résiliation pour faute ou pour motif d'intérêt général et ses conséquences, par exemple en matière de concession, la jurisprudence sur le devenir des biens après résiliation a fait l'objet d'une codification. C'est un élément très important en droit des concessions. Le contentieux, lui, n'a pas été vraiment concerné puisqu'il est dans le code de justice administrative, on l'a dit tout à l'heure. Hein, les marchés publics, les concessions sont un peu partout. Il y a un code de justice administrative qui les concerne. Entre autres, ce n'est pas nouveau hein, comme méthode. Le fait de codifier la jurisprudence, on le fait régulièrement. Regardez par exemple dans l'ordonnance de 2015 dont j'ai parlé tout à l'heure, on a par exemple codifié le sourcing, sur lequel on reviendra un petit peu plus tard, ainsi que d'autres éléments importants comme la régularisation, la possibilité de régulariser les offres irrégulières. Donc, cela venait d'arrêt du Conseil d'État et ça a été retranscrit dans les textes. Donc, la méthode n'est pas nouvelle. La codification de la jurisprudence a été limitée, donc j'ai donné quelques exemples. Ça a été encore une fois un choix à nouveau assumé pour préserver la liberté des acheteurs publics et de leurs prestataires. Alors merci Jean-Marc pour cette présentation juridique du code hein, et de ses dispositions. Alors quel est le regard de l'acheteur sur cette sortie du code, sur une codification? Alors quel regard sur un sujet important? On est dans un contexte, on le sait, où on tente de passer d'un achat public juridique à un achat public économique, voire politique. Hein. On sait ô combien l'actualité nous démontre l'importance des politiques publiques, d'un certain nombre de sujets qu'on retrouve d'ailleurs dans ces textes. Alors je crois qu'il faut saluer, Jean-Marc l'a vu dans le groupe de travail, le travail réalisé par l'État et la direction des affaires juridiques pour arriver à un cadre juridique simplifié, cohérent et structuré qui est la base du travail de l'acheteur. Aujourd'hui, on le voit dans une centrale d'achat, mais tout acheteur a besoin d'un cadre simplifié, cohérent. Alors, simplifié, mais pas stable à vie. Je crois que c'est important. Je crois qu'il faut désormais se sortir de l'idée que nous aurons tous les 4, 5, 6, 7 ans un nouveau code de la commande publique qui viendra effacer le précédent. On en parlera, ça veut dire que l'acheteur est probablement davantage encore contraint, j'allais dire, à rester au contact de l'actualité, et c'est aussi le rôle de la PASP, hein, de l'association, mais également des éditions VK par une actualisation permanente des supports et de l'actualité. Je crois que c'est un outil, ça reste un outil au service de la performance de l'achat public. Comme mentionné sur cette slide, ce n'est pas et ce ne doit pas être un outil de professionnalisation. On ne devient pas acheteur grâce au code de la commande publique. On devient acheteur par l'expertise, on devient acheteur par la formation, on devient acheteur par l'expérience. Le code est un outil et c'est pour ça que certaines choses y sont, d'autres n'y sont pas.
Certaines choses ont disparu d'ailleurs, comme les clauses incitatives que l'on retrouvait de mémoire dans les textes précédents et qu'on ne retrouve pas dans le code. Et je crois que c'est une bonne chose puisque pour moi, ça relève davantage d'une pratique achat que du droit. Et on peut aussi s'interroger d'ailleurs légitimement sur l'intégration dans le droit de la commande publique, par exemple du sourcing. L'UGAP a d'ailleurs mis en place récemment des règles très strictes en matière de déontologie, d'éthique de ces 80 acheteurs. Le fait d'avoir mis le sourcing dans le droit de la commande publique impose probablement d'énormes changements en matière de pratique, de traçabilité, de rencontres avec les entreprises en préalable. La jurisprudence nous dira peut-être aussi dans les semaines ou les mois à venir si, par exemple, une entreprise peut attaquer, j'allais dire, un acheteur pour défaut de sourcing, qui est une question que l'on commence à se poser. Donc voilà, donc plutôt une bonne approche et en tout cas un cadre aujourd'hui qui nous paraît simple, cohérent, structuré. Alors juste un petit élément de pratique, l'UGAP y veille. Le 1er avril est une date importante puisque bien sûr toutes les procédures de marché public qui seront publiées à compter du 1er avril doivent respecter l'ensemble des règles du nouveau code de la commande publique. Nous y avons attaché une importance à l'UGAP puisque nous travaillons souvent, comme tout acheteur, des procédures très en amont. Et donc, il faut être très vigilant sur cette petite phase d'une dizaine de jours sur le avant et le après 1er avril pour ne pas publier une procédure rédigée préalablement avec les anciens textes, par exemple. Alors, je fais écho à vos propos, Sébastien. Justement, on va poser une première question sondage à nos auditeurs. Concernant le sourcing, pensez-vous qu'il était nécessaire de consacrer juridiquement la phase de sourcing? Vous avez quelques secondes pour répondre à cette question. Et puis, nous commenterons un petit peu les résultats. Sur la phase de sourcing, auparavant, en matière de droit, comment cela a été codifié, si je puis dire? C'est plutôt en termes de pratique achat, simplement? Il n'y avait aucune codification. Il y a eu l'arrêt des Conseil d'État, en fait, qui a ouvert la voie, parce qu'encore une fois, c'est cet arrêt qui a permis la codification, la transposition dans les textes. Mais avant, c'était de la pratique. Les acheteurs étaient très frileux, parce que, d'ailleurs, ils le sont toujours quelquefois. Parce que pour eux, rencontrer des entreprises, même en amont des procédures, c'était commettre peut-être un délit de favoritisme, c'était aller à l'encontre de la neutralité attachée à l'achat. Donc effectivement, c'était évoqué avec une certaine suspicion. Alors vous êtes 74% à répondre oui à cette question et 26% non. Est-ce que cela vous surprend ou au contraire vous conforte dans votre vision partagée par nos auditeurs? Je crois que ce sondage montre quand même que 26%, j'allais dire, s'interrogent sur cette consécration. Alors peut-être que l'on a d'ailleurs derrière ce vote différentes populations d'acheteurs. Je pense qu'aujourd'hui, les acheteurs peut-être plus frileux, comme disait Jean-Marc, peut-être dotés de moins d'outils, d'une structure plus légère achat, attendaient cette consécration. Je pense que les structures, l'UGAP en est une, mais probablement comme l'État, les autres centrales d'achat ou les très gros ou les acheteurs très professionnels que l'on peut croiser bien sûr dans les métropoles, les collectivités, les hôpitaux ou autres, finalement pratiquaient déjà, j'allais dire, un sourcing, je pense, structuré avec des outils de la traçabilité. Donc, c'est difficile de répondre oui ou non à cette question. La question qu'il faudra poser dans quelques semaines ou dans quelques mois, c'est est-ce que cette consécration du sourcing juridiquement a, j'allais dire, augmenté la performance de l'achat public, l'accès des petites et moyennes entreprises. Et ça, je crois que les entreprises seront invitées à nous le dire aussi et à dire aux acheteurs si cette phase, finalement, les a eux-mêmes, en tout cas, rassurés ou emballés sur leur accès à la commande publique. Revenons sur nos fondamentaux, justement, dans le code de la commande publique. Donc, revenons un petit peu sur l'historique de cette codification. On a beaucoup parlé d'arlésienne, parce qu'effectivement, ça fait longtemps qu'on parle de codification, ça fait longtemps qu'on parle également, j'en ai parlé tout à l'heure, de transformer la commande publique, de le mettre dans un texte de loi pour le sécuriser, pour l'asseoir davantage, et de tentatives en 1997, en 2004, en 2009, mais on en parlait déjà avant, donc ça fait vraiment longtemps.
Donc, un effort de rationalisation, on l'a vu avec l'apparition des textes de transposition des directives, et enfin un texte de loi qui, comme je l'ai dit, vient asseoir le droit de la commande publique au regard des collectivités locales. Il était temps, parce qu'on a quand même des jurisprudences un petit peu tangentes. Je rappelle quand même qu'au début des années 2000, le Conseil d'État a failli annuler, je simplifie, mais a fait annuler l'application du Code des marchés aux collectivités locales, justement parce qu'il n'avait pas valeur de loi. En tout cas, c'était le sens des conclusions à l'époque du commissaire du gouvernement. Donc, ça jetait quand même un froid au sein du petit monde de la commande publique, même si finalement le Conseil d'État a sauvé le code à l'époque. Mais il était peut-être temps de réguler tout cela et de le solidifier, ce qui a été fait. Et donc, habilitation du gouvernement en 2016, dans le cadre de la loi Sapin 2, pour travailler sur cette codification. L'ordonnance a été publiée en décembre, elle va être ratifiée, et donc 1er avril, entrée en vigueur du code. Ça a été quand même mené rapidement. Je me rappelle que, encore une fois, ça fait 20, 25, 30 ans qu'on en parle. Et là, effectivement, en 2 ans à peine, avec un grand nombre de travail que j'évoquais tout à l'heure, beaucoup de choix à faire, beaucoup de réflexions, on aboutit donc effectivement, Sébastien faisait état tout à l'heure du travail de la DH de Bercy, bien sûr aussi de la commission de codification, du groupe de travail. Je crois qu'il faut effectivement se rendre compte de tout ce travail qui a été effectué, de tous ces efforts, de tous ces choix qui ont été pris. Et effectivement, la DH de Bercy a été maître d'œuvre extrêmement important dans cette évolution et surtout cet aboutissement. On l'a vu tout à l'heure, codification donc à droit constant. L'idée, c'est de rationaliser, c'est de moderniser, c'est de simplifier si possible. Encore une fois, ce qui va surprendre les acheteurs et les praticiens, c'est pas tant le fond, puisque le fond n'a pas été modifié, c'est la présentation. Les articles vont changer. Je disais tout à l'heure pour le GAP que vous allez revoir vos présentations de cahier des charges d'appel d'offres nécessairement. C'est surtout ça qui va surprendre les acheteurs. Bon, on verra qu'il va y avoir des tables de concordance, il va y avoir des choses pour les aider, mais c'est plus que le fond, c'est la forme. Les articles, tels qu'ils les connaissent, vont être remplacés. Et c'est vrai que rien que ça nécessitera sans doute un moment d'adaptation. Bon, je reviendrai sur les textes que j'évoquais tout à l'heure qui sont dans le code de la commande publique. Il y a la même chose sur l'intégration des quelques jurisprudences. Donc, on a un code, effectivement, 1747 articles, c'est déjà pas mal. Je pense que certains d'entre vous ont été le voir. Il faut que ce soit votre livre de chevet, bien évidemment. Pas apprendre par cœur, mais apprendre à bien l'utiliser. Et donc, comme tout code, comme beaucoup de codes, une partie législative et une partie réglementaire. Alors, un autre débat que l'on a eu dans la commission de réflexion, ce groupe de travail, c'est la présentation de ce code. Notamment, on a hésité entre deux présentations. Une présentation, j'allais dire, avec un chapitre unique. On aurait mélangé les marchés publics et les concessions, en conservant certaines spécificités, bien sûr, parce que le régime n'est pas exactement le même, ou conserver la summa divisio de l'Union européenne, parce qu'on a 2 directives, une directive marché, une directive concession, enfin on a 2 directives marché en réalité, mais bon, il y a cette distinction qui est très européenne. Et donc, il a été choisi de la conserver. Donc, une première partie, j'allais dire, un peu générique, un peu globale pour les deux types de contrats, qui reposent notamment sur les grands principes, liberté d'accès, égalité de traitement, la transparence, tel que cela a été notamment mis en œuvre par le Conseil constitutionnel. Et puis ensuite, la summa divisio, donc une partie sur les marchés, une partie sur les concessions, et chaque partie prend le déroulement de la vie du contrat, de sa préparation jusqu'à son exécution, ce qui est assez logique et compréhensible pour les acheteurs et leurs prestataires. Bon, moi, si j'ai un avis à donner, je suis pour ma part assez réservé sur le fait de continuer à distinguer les marchés publics et les concessions, qui pour moi reposent quand même sur un régime et de passation et d'exécution assez proche, qui repose sur un critère de distinction très difficile à mettre en œuvre, le critère de risque économique. C'est un choix qui nous vient des droits européens, donc non d'acte. J'avoue que je suis assez réservé, ne serait-ce qu'en termes de sécurité des acheteurs publics. Alors, on retrouve, mais Jean-Marc l'a dit, ce fameux livre
de chevet, important. Alors, dans ce livre de chevet, probablement que le livre premier, deuxième partie, constituera en tout cas une des lectures les plus récurrentes des acheteurs, puisque c'est au sein de cette partie que sont regroupées toutes les règles de la vie du marché, hein, en matière de préparation, de passation et d'exécution. Mais c'est vrai que pour avoir moi-même finalement parcouru tous ces articles, tous ces livres, etc., voilà, je pense qu'il faudra quand même un certain petit temps d'adaptation, j'allais dire, pour se familiariser avec cette approche, hein, donc issue du droit européen, et surtout ensuite bien suivre les ajustements, parce que je crois qu'il y a déjà d'ailleurs il y aura quelques ajustements depuis la publication de ce nouveau code de la commande publique, parce que je pense qu'à la lecture et à la pratique, peut-être que l'on se rendra compte d'un certain nombre de choses. Donc voilà. Mais en tout cas, bon, je pense que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, une bonne chose et voilà. Nous avons choisi d'apporter un éclairage particulier sur certaines dispositions qui pourraient poser plus de questions que d'autres. Donc, par exemple, l'article, la partie législative 2. Donc, on revient aux définitions fondamentales. Les contrats de la commande publique sont définis de manière, encore une fois, générique, hein, puisqu'ils comprennent les marchés et les concessions. Voilà une définition commune. Donc, je vais simplement lire l'article L2, la valeur législative. Hein. Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante. On a donc à la fois les marchés et les concessions. Pour répondre à ses besoins en matière de travaux, fournitures ou de services avec un ou plusieurs opérateurs économiques. Les contrats de la commande publique sont les marchés publics et les concessions définies au livre 1 de la première partie. Quelle que soit leur dénomination, ils sont régis par le présent code et le cas échéant par des dispositions particulières. Donc on voit bien quand même qu'on a une unité qui a été voulue. On parle de contrats de la commande publique, au sein desquels on distingue les marchés et les concessions. C'est un moment pour lesquels je suis réservé pour continuer à distinguer vraiment ces deux contrats. On voit bien que ce sont une seule et même catégorie, les contrats de la commande publique pour des travaux, des fournitures et des services, même objet. Le critère de la distinction étant simplement, comme je l'ai dit, le critère de risque économique, qui est un critère très difficile à mettre en œuvre. Mais je trouve ça intéressant de faire un focus sur cet article qui montre bien cette volonté d'unifier les contrats de la commande publique et de les mettre dans un seul moule, si je puis dire, dans une même définition. Un article également important, s'ils sont conclus par les personnes morales de droit public, ces contrats qui relèvent de ce code de la commande publique sont des contrats administratifs sous réserve de certains d'entre eux, s'ils sont conclus par des personnes morales de droit public. N'oublions pas que peuvent relever du code de la commande publique des marchés ou des concessions conclus par des personnes morales de droit privé, mais qui sont des acheteurs publics, par exemple les sociétés d'économie mixte, les sociétés publiques locales, certaines associations qui sont largement subventionnées par les personnes publiques et bien d'autres. N'oublions pas que la commande publique, ce sont aussi des personnes privées qui sont des acheteurs publics parce qu'ils sont sous influence, notamment en termes de financement et de contrôle, de personnes publiques. Donc dans ces cas-là, leurs contrats, puisqu'ils ne sont pas des personnes dans l'ordre public, sont des contrats de droit privé qui relèvent des procédures de publicité de mise en concurrence du code, mais qui, en cas de contentieux, se retrouvent devant les juridictions judiciaires. Donc c'est important de se dire qu'il n'y a pas un monopole des juridictions administratives sur les contrats qui relèvent du code de la commande publique. Le juge judiciaire, le tribunal de grande instance pour précis, et puis la cour d'appel, cour de cassation derrière, peuvent tout à fait intervenir en cas de contentieux sur ces marchés. Donc ça, c'est important de le rappeler. Et puis ensuite, on retrouve les fameux critères des contrats administratifs, sont des contrats administratifs en fonction de leur objet ou de leur clause. Les contrats où on retrouve en fait la présence de la personne publique en termes de pouvoir de contrôle, pouvoir de direction, de pouvoir de sanction, on parle de résiliation unilatérale. C'est toute la marque, j'allais dire, de ce qu'on appelle les prérogatives de puissance publique que l'on retrouve dans ces contrats. Eh bien, le Code de la commande publique a choisi de l'inscrire, de le codifier. Ça fait partie, j'allais dire, de notre ADN dans l'histoire des contrats d'ordre public. On s'est retranscrit dans le Code, effectivement.
un article important. Alors, vous me direz, c'était difficile pour l'UGAP, pour moi-même, de ne pas intégrer à cette présentation cet article. Alors, au-delà de cette petite boutade, bien évidemment, le droit rappelle, le droit européen et le droit français rappellent bien sûr le rôle important des centrales d'achat, qui aujourd'hui représentent une part de plus en plus importante de la commande publique en France et notamment par expérience dans le secteur de la santé. Alors, ce qu'il est intéressant bien sûr de rappeler, c'est le fait que bien sûr les acheteurs ont considéré comme avoir respecté leurs obligations de publicité et de mise en concurrence. Ce qui est assez intéressant, c'est la notion de passation et d'exécution. Je crois qu'on peut s'arrêter peut-être quelques secondes sur ce point. Comme vous le savez, il existe au sens du droit européen deux typologies de centrales d'achat, les centrales d'achat grossistes et les centrales d'achat intermédiaires. La centrale d'achat grossiste, qui est l'activité quasi exclusive de l'UGAP notamment, est une centrale qui va assurer la passation et l'exécution des marchés, c'est-à-dire que nous publions les procédures, nous analysons les offres, nous signons les contrats, nous exécutons devis, commandes, factures, paiements, ces marchés. Et vous avez d'autres centrales d'achat en France et en Europe qui sont dites intermédiaires, c'est-à-dire qu'elles passent au travers d'accords cadres des marchés, en rappelant d'ailleurs l'obligation qui leur est faite de lister à l'accord cadre les bénéficiaires des marchés subséquents de manière précise. C'est un point important, rappelé d'ailleurs récemment, j'allais dire, au niveau du droit européen, dans une affaire, je crois, en Italie. Donc, c'est le Conseil européen qui a rappelé l'importance, j'allais dire, bien sûr, du caractère fermé de l'accord cadre et de la nécessité de lister les bénéficiaires à l'accord cadre. Les centrales d'achat intermédiaires, elles, assurent exclusivement la passation des contrats et laissent l'exécution, j'allais dire, aux bénéficiaires. Ce qui est intéressant, c'est que l'article évoque la notion de passation et d'exécution, ce qui est assez intéressant parce que, on le voit, beaucoup de centrales d'achat en France, bien sûr, mais en Europe aussi, s'interrogent de plus en plus sur leur modèle. Et l'UGAP tente à penser que le modèle de grossiste, c'est-à-dire sourcing, passation, exécution, qui est celui qui permet une externalisation la plus aboutie de l'achat public, tente à intéresser de plus en plus d'États membres et de centrales d'achat. Et donc, finalement, cet article ne fait que, peut-être renforcer cette idée qu'une centrale d'achat est probablement un organisme qui passe et exécute. Centralisation des commandes, des factures et des paiements pour les entreprises, un élément clé notamment à l'heure d'une volonté de l'accès croissant des PME à la commande publique. Autre article important, alors celui-ci fait souvent beaucoup de débats dans la pratique. Une fois qu'on a notifié un marché, bien évidemment, il se passe des choses. Il se passe des choses parfois très vite. On parle parfois de mise au point, mais il se passe des choses pendant 2, 3 ou 4 ans. Et il est vrai que cet article est important puisque, comme vous le savez, un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence. Néanmoins, ceci ne peut se faire que dans des cas ou des situations bien définies. Ce qui est important, c'est que le point 1 de cet article précise les modifications ont été prévues. Et ça, c'est un premier conseil de l'acheteur. Je crois que pour sécuriser au maximum son contrat, tout ce qui peut être prévu dans le contrat en matière d'ajustement de produits, techniques, prix, avenants, circonstances, alors imprévues, pas toujours facile à prévoir, vous me direz, mais j'allais dire, plus on prévoit de choses dans le contrat et plus on a l'assurance de pouvoir mettre en œuvre des changements en cours d'exécution de la manière la plus simple et surtout de la manière la plus sûre juridiquement. Tous les autres cas, on les connaît, circonstances imprévues, modifications non substantielles, faible montant, appellent toujours une appréciation, j'allais dire, de l'acheteur, mais potentiellement du juge, en cas bien sûr de recours. Donc, le conseil, et l'UGAP a beaucoup travaillé sur ce sujet-là d'ailleurs, et beaucoup d'acheteurs aussi, c'est quand même d'essayer de prévoir au maximum des éléments. D'ailleurs, ces prévisions sont rendues quand même facilitées par un sourcing plus abouti, plus approfondi, quand on connaît bien l'économie de son marché, quand on connaît bien les entreprises, quand on connaît bien le tissu économique, quand on connaît bien les produits, eh bien, il est beaucoup plus facile de prévoir un certain nombre d'ajustements en cours de contrat plutôt que de découvrir ces ajustements. Donc, principe de précaution, probablement essayer de prévoir le maximum de choses. La commande publique se tend. Les marchés sont de plus en plus volumineux et importants en enjeu. Les entreprises n'hésitent plus, bien sûr, et l'UGAP en témoigne, à faire des référés, bien sûr, précontractuels ou contractuels. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entreprises n'hésitent plus à attaquer l'exécution du marché
s'ils estiment que l'acheteur public n'a pas respecté, par exemple, un certain nombre de clauses d'exécution du contrat. Ça peut être bien sûr la réalité de la fourniture, mais ça peut être aussi la non-application de pénalité de retard, par exemple. Ça peut être aussi le remplacement d'un produit par un autre de manière trop substantielle. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui perd un marché public, pendant longtemps, se disait tant pis, à dans 3 ou 4 ans. Ça, c'est fini. Aujourd'hui, une entreprise, elle va scruter pendant des mois et des mois comment le contrat qu'elle a perdu s'exécute, ayant pour intérêt ou parfois idée ou objectif de dénoncer ou de faire dénoncer le contrat bien avant sa fin. Donc, une grande prudence dans le maniement, je crois, des évolutions, des transformations en cours d'exécution. Sur ce point de l'exécution, juste un petit focus supplémentaire, on ne peut qu'inciter les acheteurs à utiliser la possibilité qui est offerte par les textes depuis 2015, c'est-à-dire ces clauses de rencontre, ces clauses de réexamen. Sur des marchés de plus d'un an, que les parties se parlent, se revoient, voilà, que ce soit inscrit dans les cahiers des charges, que l'on prévoit également les possibilités d'échec des discussions, parce qu'une clause de réexamen peut ne pas aboutir. Il faut le prévoir, il faut peut-être prévoir des modalités de règlement amiable, de discussion amiable, d'intervention d'un tiers. Voilà, mais tout ça, ça s'organise. C'est bien de parler de sourcing en amont, c'est également bien de se dire qu'il faut se parler en aval pendant l'exécution du contrat, justement pour éviter des contentieux d'exécution qui effectivement fleurissent beaucoup aujourd'hui. Bien, merci à tous les deux. Et maintenant, post 1er avril, que doit-on attendre? Alors, on a évoqué quelques dispositions, quelques articles, les changements à cette période charnière, d'ailleurs, entre les contrats passés juste avant le 1er avril, c'est ce moment de rédaction et publication des appels d'offres qui peut être un petit peu délicat, mais voyons peut-être à plus long terme aussi, que doit-on attendre à la sortie de ce code? Alors, peut-être, puisque ce code va entrer en vigueur, peut-être quelques conseils. Je crois que je l'évoquais tout à l'heure, il faut absolument que les acheteurs publics, les juristes également dans nos établissements, aient conscience que le droit est amené dans le monde dans lequel on vit à évoluer beaucoup plus rapidement que par le passé. Les choses vont vite. Et donc ça, je crois qu'il faut absolument maintenant se doter d'outils, d'abonnements, de connexion à des associations. J'ai évoqué la PAS ou bien sûr ce que peut faire VK. Ça, c'est important. Il ne faut pas considérer que le droit est établi maintenant pour 25 ans et qu'il ne changera pas. Il va changer naturellement au gré des enjeux politiques. On parle beaucoup de PME, d'innovation, d'insertion sociale, de performance environnementale. Donc, je pense que la jurisprudence, comme le disait Jean-Marc, va amener aussi les textes à évoluer. Alors, j'ai pu voir la table de concordance, je crois, qui est disponible, d'ailleurs, je crois, ou je ne sais pas si elle a été encore diffusée, qui a été très, très bien, j'allais dire, aussi faite, qui aide énormément, notamment nos juristes, pour passer, j'allais dire, de mars 2019 à avril 2019. Donc, j'irais presque à dire qu'après le 1er avril, le plus important pour l'acheteur, c'est peut-être d'arrêter de penser au droit, pour être un peu provocateur, mais je crois que les textes sont stabilisés. Maintenant, il faut peut-être accentuer encore ses efforts en matière de dématérialisation. C'est rare de faire une webconférence, notamment avec VK, j'allais dire, en parlant de code de la commande publique sans parler de digital ou de dématérialisation. Le sujet n'est pas derrière nous. On voit encore qu'il y a beaucoup de questions qui se posent autour de la dématérialisation des marchés publics, de la signature, etc. Ça, c'est, je pense, un investissement important que les acheteurs doivent faire. Et puis aussi travailler encore davantage sur l'achat responsable. J'en profite puisque l'UGAP vient de se voir décerner le nouveau label RFAR, Relations fournisseurs achat responsable, porté par notamment le CNA et le médiateur. C'est important, je crois qu'on va vers un achat plus social, plus responsable. L'actualité nous démontre ô combien le citoyen est attaché à un bon usage des deniers publics. Donc, ne pensons pas qu'au droit et restons créatifs dans le respect du droit, avançons, pensons coût complet aussi. Arrêtons, on en parlera peut-être d'ailleurs, je crois qu'une question était sur les offres anormalement basses, c'est assez intéressant. Voilà, je pense que passé le 1er avril, essayons peut-être de tous, en tant qu'acheteurs, nous orienter vers un achat plus responsable. Puis ce qu'on indique sur la fiche, les fondements de l'argumentation sont là.
les grands principes, la distinction de marché-concession, le régime de passation, ça ne bougera pas. En tout cas, on espère que ça ne bougera pas, sinon on va trop réécrire. Par contre, il y aura des textes ici et là qui vont amener des modifications. On en cite un, le texte de fin d'année 2018 sur l'accès des PME, notamment qui met en place, vous le savez, des souplesses pour les achats innovants des PME en dessous de 100 000 euros. Il y aura d'autres choses. La commande publique a une importance aujourd'hui, une telle importance économique, sociale, politique, dans le sens du choix de la décision politique, que les différentes structures, les différents gouvernements qui vont se succéder encore, y toucheront, y amèneront leurs pattes. Ça, c'est pour favoriser, encore une fois, la protection de l'environnement, le social, l'accès des PME, les achats de proximité, la sécurité. On aura des textes ici et là. Et donc, il faut vraiment, comme tu l'as dit, suivre l'argumentation et s'attendre à ce que ce code ne soit pas figé dans le temps. Ça, c'est vraiment un élément très important pour les acheteurs et les prestataires. Avec peut-être un point, mais tu le disais, un point par exemple qui on a beaucoup travaillé ces dernières semaines à l'UGAP dans nos clauses, c'est toute la digitalisation, la data, le RGPD, sur l'impact indirect de tous ces textes sur la cybersécurité aujourd'hui des produits informatiques que revendent une centrale d'achat, le RGPD. Donc voilà, donc des textes qui vont bouger, mais comme le disait Jean-Marc, les fondamentaux restent les mêmes. Et les trois grands principes, heureusement, eux, j'allais dire, ne sont pas normalement prêts d'évoluer. Alors effectivement, les questions soulevées par le droit de la commande publique déjà sont nombreuses. Alors ce nouveau code entraîne naturellement un certain nombre d'interrogations. Alors on va passer à notre séance interactive de questions-réponses, donc profitez-en pour poser vos questions. Alors vous êtes très nombreux aujourd'hui, donc nous n'aurons certainement pas le temps de répondre à toutes vos questions. Nous allons en prendre un certain nombre. Alors vous parliez, Sébastien, des offres anormalement basses, donc on a effectivement une question sur ce sujet, sur la définition de l'offre anormalement basse. Est-ce que vous pensez que l'on peut toujours utiliser les formules mathématiques au regard du nouveau CCP? Alors, c'est vrai que tout acheteur, et moi y compris, nous rêvons tous de solutions simples à des problèmes complexes. Ça fait 17 ans que je travaille à l'UGAP et des offres anormalement basses, j'en ai sûrement vu détecter et qualifier et j'en ai sûrement raté. C'est un sujet qui reste très complexe, qui ne peut pas s'apparenter à une définition, même s'il y a des éléments de définition mathématique ou scientifique. Je dis toujours, aujourd'hui, par expérience, il m'arrive de retenir à l'UGAP, y compris des offres 30% moins chères que le deuxième candidat et qui n'est pas anormalement basse. Elle est performante. Au même titre que vous avez des offres parfois proches de zéro, mais avec une cotation en consommable très importante. Ça veut dire qu'en coût complet, elle est peut-être anormalement basse. Mais ne regardez que le prix, ne regardez qu'une formule mathématique. C'est sûr que ça paraît plus simple de dire anormalement bas ou pas anormalement bas. Sauf que, et je le vois au quotidien, ça nécessite un travail basé sur l'expertise, une parfaite connaissance du marché, une parfaite connaissance des prix de marché, une parfaite approche en coût complet. Et donc, ça prône ce sujet de l'offre anormalement basse, comme d'autres sujets, vers une accentuation de la professionnalisation des acheteurs et une hyper-spécialisation. Je crois qu'on ne peut pas, quand on réfléchit à une offre anormalement basse en énergie, ça n'a rien à voir avec une offre anormalement basse en prestations intellectuelles ou, j'allais dire, en acquisition de prestations, par exemple, juridiques. Jean-Marc pourra nous dire, c'est des collègues qui pratiquent des offres anormalement basses dans des marchés publics de prestations juridiques, mais en tout cas, c'est très difficile et que ça ne peut se limiter à une réponse simple, mathématique, et qui serait indiscutable. C'est beaucoup d'analyse et d'expertise. Ce qui est difficile, effectivement, c'est, étant donné qu'on est obligé de solliciter les entreprises pour qu'elles s'expliquent sur l'offre anormalement basse, c'est d'analyser leurs réponses, parce qu'elles savent répondre, elles savent très bien faire. Et effectivement, il faut absolument se professionnaliser pour pouvoir analyser de telles réponses. Et c'est là que c'est très délicat. Et effectivement, ça ne peut pas reposer sur une formule automatique qui ne donne pas de notification, pas suffisamment. Alors, autre question, bien dans l'air du temps d'ailleurs, on a évoqué l'accès des PME locales, des circuits courts via la commande publique, via les marchés publics. On a une question concernant la loi égalité réelle applicable dans les DOM, qui prévoit qu'au-delà de 500 000 euros, le soumissionnaire doit prévoir un plan de sous-traitance pour favoriser l'accès des PME locales à la commande publique. Cette disposition n'a pas été reprise dans le nouveau CCP. Est-elle toujours d'actualité? Elle est toujours d'actualité. En fait, ce texte était deux choses, mais uniquement pour les 5 collectivités d'outre-mer
Réunion, Mayotte, les Antilles et la Guyane sont les premiers concernés. C'était une réforme, enfin une possibilité en deux temps. Un, les acheteurs de ces collectivités peuvent réserver un tiers de leur marché aux PME dans une certaine limite de pourcentage, 15% des 5 dernières années. Bon, c'est un petit peu compliqué. Et à côté de ça, effectivement, les entreprises doivent présenter un plan permettant l'accès des PME au-delà des marchés de 500 000 euros. Bon, ces dispositions n'ont pas été intégralement prises, mais elles sont toujours d'actualité et sont toujours applicables. Moi, j'ai eu l'occasion de les commenter. J'avoue que je suis assez réservé sur de telles dispositions. Bon, on sait qu'elles ont été faites beaucoup pour l'île de la Réunion. Moi qui travaille beaucoup aux Antilles et en Guyane, j'y suis réservé pour deux choses. Un, ce sont des collectivités où il n'y a quasiment que des PME. Donc, promouvoir l'accès des PME, ça me paraît assez paradoxal. Et deuxièmement, on revient au débat que l'on a eu tout à l'heure. Je cite toujours Michel Crozier, qui dans les années 80 avait écrit un livre, un sociologue qui avait écrit un livre que je trouve très, très d'actualité dans le titre. On ne change pas la société par décret. Et comme sur le sourcing, était-il nécessaire de réglementer à ce point sur l'accès des PME? Est-ce que cela ne revient pas plutôt à la pratique des acheteurs? On revient à la professionnalisation, on revient à ce que tu disais tout à l'heure. En tout cas, pour revenir sur ces textes, ils sont toujours d'actualité, effectivement. Autre question concernant l'offre inacceptable. Il apparaît qu'on a des difficultés d'interprétation de cette disposition, alors, qui appelle certainement des précisions. Est-ce qu'en cours de passation et après analyse des offres, il est possible de faire modifier les crédits budgétaires pour qu'une offre ne soit pas déclarée inacceptable? C'est pas une question, je ne sais pas si c'est une question juridique ou achat, parce que j'ai cru comprendre, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut déclarer une offre inacceptable si toutes les offres proposées par les candidats dépassent significativement le budget initialement posé ou indiqué. Je pense que ça donne la faculté de déclarer les offres inacceptables. Il n'y a pas d'obligation. Si un acheteur public a défini un budget, qu'il reçoit des offres et que toutes ces offres sont au-dessus de ce budget, mais qu'il considère pouvoir finaliser la procédure et mettre en œuvre le contrat, j'allais dire, enfin, sauf Jean-Marc, mais je ne vois pas en quoi quelqu'un pourrait l'attaquer pour avoir notifié un marché à une société dont le prix est supérieur au budget qu'il avait annoncé. Il peut tout à fait, j'allais dire, il peut tout à fait, comment dire, déjà et le faire évoluer. Je crois que c'est une faculté qu'il a, en mentionnant ce budget, de se sécuriser, enfin de sécuriser finalement la déclaration d'une offre inacceptable. Parfois, les budgets ne sont pas d'ailleurs évoqués. C'est là que beaucoup de collectivités aujourd'hui ou d'hôpitaux n'évoquent pas le budget. D'ailleurs, parce que ça peut avoir un effet très pervers d'ailleurs, en pratique achat, de donner le budget, c'est d'avoir tous les fournisseurs se calent sur le budget. Et donc, les gens ne descendent pas en dessous du budget. C'est un peu comme si vous rentrez dans un magasin, vous dites, voilà, j'ai 20 euros. Tous les prix vont être à 19,99. Voilà, c'est peut-être, non, mais donc, il y a probablement des cas où il faut annoncer ce budget, mais je ne crois pas, en tout cas, que ce soit que l'on puisse juridiquement être mis en cause pour avoir conservé une offre au-dessus du budget. Je ne suis pas pour l'annoncer, d'ailleurs. La preuve, c'est que si vous l'annoncez et qu'il y a des offres qui sont toutes plus chères, c'est beaucoup plus difficile de le modifier en cours d'exécution pour répondre à votre question, à la question qui a été posée. Effectivement, c'est une manière de trop se sécuriser et de s'emprisonner inutilement. Autre question concernant l'article législatif L2194.1. De mémoire, tu vois bien, Jean-Marc, c'est le L2194. Pourquoi les limites de 10% et 15% ont été retirées? Limitation chiffrée était très pratique pour justifier au service opérationnel la difficulté de passer un avenant. Alors, je ne sais pas si Jean-Marc, vous voyez de quoi il est question. Moi, j'avoue, j'étais pas tellement pour. Je sais que ça sécurise beaucoup les acheteurs, notamment au regard des services opérationnels. Ça permet de passer des messages, voilà. Mais j'étais pas pour parce que, encore une fois, je suis contre tout ce qui emprisonne trop les acheteurs. Je trouve que ça allait trop loin en termes de contraintes. Et dans l'esprit de beaucoup d'acheteurs, cela signifie que toute modification qui allait au-delà de ces seuils de 10 et 15% était nécessairement illégale, ce qui n'est pas le cas. Et l'inverse. Voilà, tout ce qui était en dessous de ce seuil était légal. Ce qui n'est pas le cas. Et ce qui n'est pas le cas non plus, parce que ça peut très bien modifier substantiellement un marché, toucher le cœur d'un marché ou d'une concession. Avec 3% de prix. Donc,
Moi, je suis plutôt pour la disparition de ces pourcentages. Je sais que ce n'est pas toujours très rassurant pour les acheteurs qui veulent faire passer des messages à leur service opérationnel, au service technique ou autre. Encore une fois, tout est objet de professionnalisation. On revient toujours au même leitmotiv, aux acheteurs de s'organiser, au cas par cas, pour déterminer leurs avenants, leurs modifications. Je ne crois pas que des indications aussi précises que des indications de seuil soient là pour les aider vraiment. Seuil d'ailleurs qui avait aussi, comme tout à l'heure évoqué, un effet pervers sur les fournisseurs. C'est-à-dire globalement, sur un marché à bon de commande, si un fournisseur sait que l'acheteur peut assez facilement accepter un avenant sous les 10 ou 15% d'évolution, il a tendance à se caler sur ce seuil-là, et donc ça empêche la discussion. Tout ça est automatique, on parlait de formules mathématiques tout à l'heure, et donc je pense que tout ça ne concourt pas à une réflexion plus aboutie, parce qu'il y aura des cas, et nous pouvons rencontrer nous aussi centrales d'achat, où à 12-13%. Et ça a du sens. Ça a du sens, il faut le faire. Il faut le faire, il suffit de le justifier, et notamment vis-à-vis du contrôle de légalité, que certains connaissent. Mais c'est toujours ce point important de ne pas tout attendre du droit, au risque à un moment d'être dans un système qui perd énormément de souplesse et donc de performance achat. Autre question très, très courte, une modification par avenant doit-elle obligatoirement faire l'objet d'une publication? Ce qui est prévu par la réglementation, c'est la réglementation européenne. C'est tout ce qui concerne les avenants, d'abord qui concerne les marchés formalisés, donc au-delà des seuils, et qui augmente qui peuvent aller jusqu'à la valeur de 50%. Eux doivent faire l'objet d'une publication au JOU, c'est ce qui est inscrit dans les directives et ce qui a été transposé. Pour le reste, l'obligation est bien moindre. Ça concerne surtout en focus ces deux types de modifications. Autre question sur les marchés subséquents. Les marchés subséquents se rattachant à un accord cadre lancé avant l'entrée en vigueur du CCP, notifié après le 1er avril 2019, sont-ils régis par le CCP? Donc là, on est bien dans cette période charnière qui peut être effectivement source d'interrogation. Pour moi, sauf mauvaise lecture, l'accord cadre est un moment publié avant le 1er avril, donc il est par définition régi par les textes précédant le nouveau code de la commande publique, et donc l'accord cadre et les marchés subséquents passés dans le cadre de cet accord cadre sont régis par le droit qui régissait l'accord cadre, donc ce qui complexifierait d'ailleurs de toute façon sinon totalement toute la procédure. L'accord cadre est par définition, je le rappelle, un système fermé qui comprend donc les bénéficiaires, je le rappelle, et les marchés subséquents qui vont avec, et donc si l'accord cadre a été publié avant le 1er avril, et pas notifié, on parle bien de publication, c'est la date de publication qui fait foi, l'ensemble de la procédure est régie par les textes qui régissaient l'accord cadre au moment de sa publication. C'est vrai que c'est plus simple, encore une fois, sur le fond, le régime de l'accord cadre du marché subséquent mis en place par le code de la commande publique ne modifie pas grand-chose par rapport à ce qui se passait avant. C'est juste une question de présentation, de clarté dans la lecture, dans la mise en place. Il ne faut pas tout réécrire les subséquents. Bien, malheureusement, nous arrivons à la fin du temps que l'on disposait pour cette séance de questions-réponses. Pour tous ceux qui n'auraient pas eu de réponse à leurs questions, n'oubliez pas que VK continue à vous accompagner par le biais de nos services VK InExpert qui vous permet de poser directement vos questions à notre équipe de juristes qui sont là pour vous donner réponse à vos questions. Simon, je me tourne vers vous. Je rappelle, vous êtes directeur du développement pour les éditions VK. Alors, nous allons terminer par une petite séance d'auto-évaluation pour nos auditeurs. Merci Julien. Donc oui, nous allons conclure cette conférence par 2 questions sous forme de quiz afin d'évaluer, de tester un petit peu les connaissances de nos auditeurs. Donc première question, quand doit intervenir la rémunération de la construction dans le cadre d'un marché global de performance? Donc 2 choix possibles. Le premier, au plus tard, à la livraison définitive des ouvrages, et le second, en paiement différé, après livraison des ouvrages. Donc, je vais vous laisser quelques instants pour répondre à cette question. On ne peut pas voter toujours. Voilà, je vous remercie. Donc, 58% d'entre vous répondent au plus tard à la livraison définitive des ouvrages. Eh bien, c'est une bonne réponse. 42%, on peut un peu perdre. Voilà, donc c'était bien la première réponse qui était la bonne. Vous avez en haut à droite de votre écran une petite flèche orange qui vous permet d'accéder à la réponse complète à cette question en cliquant sur « Documents à distribuer »
vous pouvez télécharger la fiche 1 qui détaille l'article L2171-3 du nouveau code de la commande publique, qui permet d'avoir une réponse détaillée à cette question. La réponse était la rémunération de la construction doit intervenir au plus tard à la livraison définitive des ouvrages. En effet, les marchés de réalisation et d'exploitation ou maintenance et les marchés de conception, de réalisation et d'exploitation ou maintenance ne dérogent pas à l'interdiction de paiement différé fixée à l'article L 2191-5 du Code de la commande publique. Je vais juste te dire un mot par rapport à ça. Oui. Ne confondons pas le marché global de performance du marché de partenariat. Le marché de partenariat, maîtrise d'ouvrage privé, étalement du paiement sous la forme de remboursement de loyer. Le marché global de performance, non. On doit payer l'ouvrage dès qu'il est construit, une fois qu'il a été livré. Deux choses bien différentes. Merci. Deuxième question. Doit-on signer de nouvelles pièces pour faire un marché complémentaire sans mise en concurrence? Donc, deux choix possibles encore une fois. Première réponse possible, oui, ou bien non. Je vous laisse quelques secondes pour répondre à cette question. Bien, vous êtes majoritairement à répondre oui, et bien c'était la bonne réponse. En effet, même s'il est conclu sans mise en concurrence, un marché négocié complémentaire est un nouveau marché. Donc, même manipulation, je vous propose de cliquer sur la flèche orange et de télécharger la fiche VK qui répond de manière détaillée à cette question en cliquant donc soit sur le chat, soit sur les documents à distribuer et en téléchargeant la fiche numéro 2. Voilà. Bien, je vous remercie de vous être prêté à ce petit exercice. Sachez que VK se donne comme ambition d'accompagner les acheteurs publics sur le droit, mais aussi et surtout sur les pratiques d'achat. Nos auteurs sont ainsi majoritairement des praticiens, acheteurs publics, dans la fonction publique et dans tous les types d'établissements. Et un peu à l'image des deux fiches que je vous avais invité à télécharger en réponse à ces questions, les éditions VK éditent plus de 3000 fiches sur toutes les problématiques de la commande publique. Voilà, et donc à cet effet, si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations concernant l'intégrale commande publique, je vous invite à répondre oui à cette question. Merci Julien. Dont j'ajouterais le nouveau code commenté de la commande publique apparaître en mars. Chaque article commenté du nouveau code qui certainement complétera nos services effectivement de manière à la fois juridique et opérationnelle comme à notre habitude. Jean-Marc, Sébastien, peut-être un mot pour conclure cette webconférence sur ce passage, malgré tout, à droit constant, on l'a rappelé, mais malgré tout, une échéance importante dans le droit de la commande publique. Comment voyez-vous, si on fait un petit peu de prospective, un petit peu l'évolution, on en a dit quelques mots, mais vers quoi on peut s'attendre en termes de pratique de l'achat et peut-être d'évolution du droit et de la jurisprudence en termes de marché? Jean-Marc, peut-être un petit mot. C'est vrai qu'on a fait aujourd'hui un focus assez légitime sur le nouveau code de la commande publique et sur une approche juridique de l'achat public. Moi, je crois que, d'ailleurs, j'écrivais un article récemment dans le cadre d'ailleurs de ma collaboration avec les éditions VK sur l'année 2019, l'année de tous les dangers ou l'année de toutes les opportunités en matière d'achat public. On le sait, on est dans un contexte global, citoyen, d'actualité qui est assez étendu et je crois qu'il ne faudrait pas considérer la commande publique ou l'achat public en dehors de cette actualité. Le grand débat actuellement pose beaucoup de questions pour avoir regardé qui ont un lien avec la commande publique, l'achat public et je crois que l'on va aller vers un achat encore plus responsable. On ne peut plus dépenser 100 milliards d'euros de commande publique sans s'interroger de manière encore plus approfondie, au-delà du droit, parce que je pense qu'on a une bonne maîtrise du droit en France de la commande publique historiquement, sur le bon usage de ces deniers publics en matière sociale, en matière d'emploi, en matière parfois de Made in France, même si le sujet est un peu compliqué. Et je crois que ce qui attend les acheteurs de plus en plus, c'est par une bonne maîtrise du droit, un sourcing très professionnel, un bon suivi de la relation fournisseur, revue de contrat, exécution des marchés, j'allais dire,
d'aller vers un achat plus efficient pour le service public, pour nos services publics, dans un contexte budgétaire qui de toute façon sera de plus en plus contraint. Et je crois que c'est ce qu'on demande à l'acheteur d'aujourd'hui et de demain. Ce n'est pas d'être un expert du code de la commande publique, mais bien un moment d'utiliser à bon escient des deniers publics qui vont se faire de plus en plus rares. Et voilà peut-être un mot de conclusion en ce qui me concerne. Quelques mots, juste d'abord pour positiver cette apparition de ce texte. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Ça ne sera pas facile. On a vu qu'il y a une nouvelle numérotation, une nouvelle présentation, mais enfin, on a un tel effort d'unification, de simplification, de pédagogie dans la lecture et l'appréhension de textes qui ne sont pas si faciles que ça à lire et à appliquer. Donc, c'est une bonne nouvelle. Positivons, soyons optimistes. C'est plutôt bien pour la commande publique, pour ses acteurs. À côté de ça, effectivement, Sébastien l'a dit, tout se complexifie. C'est un vrai sujet d'actualité. On voit apparaître de nouveaux acteurs, de nouveaux acheteurs. Je parlais tout à l'heure des entreprises publiques locales, les sociétés publiques locales, les sociétés publiques locales d'international, les CEMOP, les CEMAOP, des choses qui tendent à se développer sur le plan local. Ce sont des acheteurs, de très importants acheteurs en puissance. Donc vraiment, pour bien appréhender tout ça, il faut professionnaliser. Il faut que l'achat public devienne un métier. Il faut que les collectivités publiques, quelles qu'elles soient, c'est très générique dans ce que je dis, en prennent conscience. Il faut s'organiser. Et rien ne vaut effectivement au bon achat organisé et responsable pour respecter les textes et éviter des procédures contentieuses souvent inutiles et souvent révélatrices justement d'un manque de réflexion et d'organisation. Merci à tous. Merci Jean-Marc Pérical. Je rappelle, vous êtes avocat à la Cour, président de l'APASP, maître de conférence à l'Université Paris 11. Merci Sébastien Topiac, directeur santé à l'UGAP. Merci Simon Romanet, directeur de développement des éditions VK, d'avoir tous répondu à notre invitation. Merci à notre public et merci à vous auditeurs. Vous avez été très très nombreux aujourd'hui à nous suivre. Merci à l'APASP, notre partenaire pour cette participation avec nos intervenants. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un autre rendez-vous d'actualité VK. Notez bien, prochain rendez-vous le mardi 12 mars, une nouvelle webconférence avec notre partenaire Unigrid. Jonathan Garcia abordera avec ses experts la question fondamentale de la maîtrise de la facture énergétique pour les collectivités. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous VK. Merci. Au revoir.